Beaucoup, On Dimitri. discute tout de suite ou on passe Euh, à Stéphane Mutz? Moi, je pense que ce serait mieux enfin, c'est ce qu'on avait Ouais, convenu, de passer ok. à l'intervention de Stéphane pour pouvoir aussi dialoguer Ouais. entre ces deux propositions. Stéphane, nous t'écoutons. Allons-y. Lequel? Mute. Oui, moi. D'accord. Ok. D'accord. Il y a trois Agnès, deux Stéphane. Voilà, Il y a ça met tout en il y a le confusion. barbu et le rasé. Voilà, c'est ça. Alors, merci. Alors, Dimitri a déjà proposé un certain parcours de ce texte-là à partir de son écoute du côté de Lacan. Alors, moi, je vais plutôt m'axer spécifiquement sur le texte, hein. Je vais partir dans l'autre sens. Je vais m'appuyer sur le texte pour aller tisser d'autres éléments chez d'autres auteurs ou à partir de d'autres thématiques que j'ai repérées au niveau de ma clinique. Voilà, enfin, voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, par rapport à ce texte, moi, je le situe comme un des fondements de la théorie winnicottienne, hein. Chez Winnicott, il y a plusieurs notions qu'il a mises en place, qui sont à la fois cliniques et théoriques, hein, qui sont vraiment très articulées entre théorie et clinique, notamment la question de la transitionnalité, les espaces transitionnels, les espaces potentiels, tout ce qui se, tout ce qui se détermine autour de cet intermédiaire-là, de l'entre-deux, hein, on va dire. Il y a tous ces questionnements aussi autour de l'environnement qu'il a voulu mettre en place, hein. Je vais y revenir justement par rapport à cette question de l'environnement. Il a aussi élaboré tout ce qui se joue autour de ce qu'il a repéré des premières relations précoces, hein, chez le tout petit, hein, ce qu'il situe comme dépendance absolue, dépendance relative notamment, hein. Et aussi, il y a plusieurs choses, hein, voilà, je ne vais pas reprendre toutes ces théories de Winnicott, hein, mais il y a plusieurs éléments comme ça théoriques qui permettent de saisir ce qu'il en est de sa conception un peu de la psychanalyse qui est, tout en étant freudienne, est aussi un peu plus insolente par rapport à Freud, on va dire, hein. Voilà. Alors, par rapport à ce qu'a dit Dimitri, je rejoins sur beaucoup de points ce qu'il a signifié, hein. Il y a vraiment ce point de départ chez Winnicott dans ce texte, des réflexions cliniques, hein, à partir de ce qu'il a repéré dans certaines cures analytiques, de certains patients, mais aussi en général pour tout un chacun, hein. Chez Winnicott, il y a toujours on va dire cette articulation-là entre à la fois certaines problématiques spécifiques dans la clinique et comment le sujet en général se constitue, hein. Voilà, il y a toujours un peu cette dimension un peu psychogénétique aussi chez Winnicott, hein, qui apparaît. Et justement, la question de l'effondrement chez Winnicott, elle se situe aussi dans différentes temporalités, hein. Enfin, moi, je l'entends comme ça, spécifiquement. Je vais un peu vous dire un peu ce que j'en pense par rapport à ça. Alors, donc, cette question de l'effondrement, c'est au départ, pour Winnicott, déjà quelque chose qui se joue autour d'éléments émotionnels, affectifs, et aussi au niveau du discours, qui apparaît dans la cure, et également aussi quelque chose qui repère dans ce que certains patients peuvent manifester du côté de certaines réactions dans la relation à l'autre, notamment, hein. D'ailleurs, par rapport à ce que je veux dire autour de Winnicott, il y a aussi ce pas de côté qui est fait et aussi cette reprise de la théorie psychanalytique à partir de ce que Mélanie Klein avait commencé à élaborer et Anna Freud aussi autour de la relation d'objet, hein, qui est vraiment dans ce champ-là spécifique, hein, chez Winnicott, mais pas seulement, hein, voilà. Il va s'inscrire sur ce courant-là, mais aussi un peu se distinguer par rapport à ça, hein. Et quand il parle de cette question de l'objet, c'est aussi l'objet en tant que représentation de l'autre, hein, justement, hein. C'est pas uniquement l'objet pulsionnel, on va dire. Alors, où j'en étais? Donc justement, habituellement, on a cette dimension de l'effondrement dans la clinique habituelle, du côté de la psychose, hein. C'est essentiellement ce qu'on repère de ce côté-là, alors que c'est vraiment ce qu'il essaie de distinguer, c'est que justement, l'effondrement n'est pas du côté uniquement de la psychose, et justement, on n'est surtout pas du côté de la psychose, puisque la psychose est déjà une forme de défense face à cette forme d'effondrement, hein. Il parle dans ce texte d'angoisse disséquante primitive. Cette crainte de l'effondrement est déjà une forme d'écho
à ce risque potentiel d'angoisse disséquante primitive, ce qu'on va appeler par la suite des agonies primitives, et de façon plus resserrée dans les continuateurs de Winnicott. Et justement, chez Winnicott, il y a vraiment ce rapport, on va dire, entre essayer de saisir ce que Mélanie Klein a pu retirer de sa pratique clinique autour de ce rapport à l'interprétation, c'est-à-dire évoqué déjà Dimitri auparavant, c'est-à-dire Mélanie Klein avait un rapport très, très carnassier, on va dire, à ce que pouvaient élaborer certains enfants, certains patients. Ça pouvait être assez cru, il y avait une forme de crudité du propos. Et aussi ce que Freud a pu élaborer du côté de cette dimension pulsionnelle. Il se situe vraiment par rapport à ces deux grandes théories-là. Et la crainte de l'effondrement essaie de répondre à ces deux théorisations-là. La théorisation de Mélanie Klein, notamment à partir de la question de ce texte qu'on a appelé, que Mélanie Klein a appelé Envie-gratitude, je crois que c'était. Et du côté de Freud, c'est vraiment une ressaisie de cette question de la pulsion, mais aussi de la question de la pulsion de mort, notamment. Et ces deux, on va dire, ces deux champs théoriques spécifiques vont lui permettre de se situer. Par rapport à Mélanie Klein, il a bien repéré que justement, il y a le temps où ça se passe et le temps où ça se structure, où ça se signifie. J'en avais déjà parlé quand on avait discuté au préalable, c'est-à-dire qu'il distingue bien chez l'enfant quelque chose qui peut se repérer, s'observer, on va dire chez un enfant, chez un tout petit, s'expérimenter, ne se saisit pas au niveau du sens spécifiquement au même temps. Et il pose l'idée qu'il y a cette expérience qui est une forme de temps spécifique et la question de ce que ça signifie dans un second temps. C'est vraiment ce qui est important pour lui, d'essayer de repérer ces deux enjeux. Alors que chez Mélanie Klein, c'est ce qu'il critique en tout cas, il est un peu dans cette dimension d'essayer de remettre en question cette question de l'envie, cette question aussi de ces manifestations primitives que Mélanie Klein a justement repérées dans les cliniques, dans la cure analytique auprès d'adultes, ne se retrouvent pas directement dans l'observation chez l'enfant, on va dire. Voilà. Et du côté de Freud, il va ressaisir cette dimension de la pulsion à partir de la dimension d'environnement. L'environnement est quelque chose de très important pour Winnicott parce que pour lui, et c'est vraiment l'insolence qu'il a pu avoir avec Freud, c'est que chez Freud, la pulsion est essentiellement une forme d'interface entre le corps et la psyché, le somatique et le psychique. Et l'enjeu de la pulsion, c'est comment, à partir du schéma, on va dire, cette distinction entre excitation interne et externe, Freud arrive à conceptualiser la construction même du psychisme, de l'intérieur. Alors que chez Winnicott, il n'y a pas de construction subjective sans environnement, sans rapport à l'autre. C'est-à-dire que justement, pour Winnicott, les premiers temps de la vie, on peut supposer éthiquement qu'il y a un sujet qui a une subjectivité. Par contre, le sujet opérant avec un moi organisé, le sujet n'en est pas là. Le potentiel sujet, le sujet en puissance, il n'en est pas là. Et c'est justement à cet endroit-là qu'il essaye de spécifier les éléments, on va dire, structurants et les conséquences potentiellement psychopathologiques de la faille dans l'environnement, on va dire. Il parle dans le texte de la crainte de l'effondrement de cet environnement un peu facilitateur. C'est exactement comment il le signifie. Il y a un peu cette dimension que s'il n'y a pas au départ cette base qui sécurise à minima le sujet, la question de l'inscription de cet enfant-là, de ce sujet-là, dans une temporalité, dans une construction psychique, va être beaucoup plus mise à mal. Alors, oui. Par rapport à la question des agonies primitives, des angoisses disséquantes primitives, il repère bien que le risque potentiel quand le sujet est pris dans cette question de l'effondrement, c'est qu'il est voué, le risque potentiel, on va dire, c'est qu'il y a quelque chose qui va se jouer du côté de différentes opérations,
défensives qui vont se mettre en place pour le sujet. Et quand ces opérations défensives sont défaillantes, le sujet est soumis à ses potentielles agonies primitives. Hein. Il fait une sorte de listing. Dimitri en a parlé auparavant, du côté de notamment ce qui est assez flagrant, du côté de la clinique, notamment la clinique parfois psychotique infantile, notamment, hein, ou certains éléments autistiques, c'est cette impression comme ça de tomber à jamais. Hein. Cette impression de se liquéfier. Hein. C'est vraiment des logiques comme ça cliniques qui sont assez parlantes. Hein. Autre aspect par rapport à la question de l'environnement, Dimitri en a parlé, je crois, avant, cette question de Hilflosigkeit, de la détresse primordiale. Freud l'a abordé très justement dans différents textes du côté de on va dire, de cette détresse primordiale tant biologique que psychique, hein, cette sorte de DZ comme ça de départ qui conduit l'enfant dans une forme de dépendance absolue, comme dit Winnicott. Et justement, chez Winnicott, il y a cette sorte de stratification qui se met en place. On va dire, chez Freud, il va le repérer du côté de la névrose autour de cette distinction entre le refoulement originaire et les refoulements proprement dits, les refoulements secondaires. Chez Winnicott, il va y avoir cette ressaisie de la dimension du trauma pour essayer de saisir différentes potentialités où le sujet se construit ou va avoir des difficultés à se structurer. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de trauma structurel, hein, le fait d'entrer dans le monde, l'entrée dans le langage, est en soi quelque chose de traumatique. Hein, et c'est ce qui génère vraiment l'ossature, la structure même de la potentialité de se construire psychiquement. D'autres temps, on va dire, de traumatisme se jouent soit du côté du traumatique événementiel, hein, quelque chose qui peut se jouer dans le réel, hein, dans l'histoire de vie. Et après, il y a le trauma qui est lié à l'environnement. Hein, et c'est sur ce point-là qu'il appuie précisément, c'est-à-dire que c'est une dimension traumatique où justement, ce que Dimitri évoquait avant autour de ces notions que Winnicott a développé autour de la préoccupation maternelle primaire à partir du holding, du handling et de la présentation d'objets. Hein, ce sont trois grands supports qui permettent de construire cette dimension de l'environnement. S'il y a cette défaillance de départ autour du holding, autour de la prise en compte de ce nouvel être à vivre, c'est à ce moment-là que peuvent se générer, on va dire, cette dimension de l'effondrement, cette trace de l'effondrement. Hein, et l'enjeu pour lui, c'est d'essayer de saisir ce qu'il en est de cette dimension d'effondrement au niveau structural, c'est-à-dire tout en chacun, un peu comme Lacan a pu le distinguer du côté du symptôme, on pourrait dire, hein, et ce qu'il en est aussi du côté de d'autres failles, hein, d'autres failles narcissiques, d'autres failles subjectives qui peuvent signifier ce qui s'est joué pour ce sujet-là. Hein. Après, pour Winnicott, ce qui est important, c'est aussi de sortir aussi de la clinique, on va dire, névrotico-normale freudienne. Hein. C'est-à-dire que cette théorisation-là, elle essaye aussi de saisir ce qu'il en est d'une clinique autre que cette clinique que Freud avait l'habitude d'avoir, avoir une clinique aussi plus proche de ces questions autour d'éléments psychotiques, d'éléments du côté de ce qu'on a appelé par la suite du côté des états limites, hein, c'est-à-dire cette structuration qui révèle des failles à la fois du côté du narcissisme, du côté de la contenance même psychique de l'individu. Hein. Ce qui est compliqué chez Winnicott, c'est que la question de la contenance, on va dire on peut l'entendre dans beaucoup de ses textes, mais il la signifie jamais vraiment tout à fait. Hein. C'est seulement à partir de Bion qu'on va réussir un peu à ressaisir un peu cette dimension-là. Et je trouve que justement dans cette dimension où Winnicott repère que l'environnement, comme je disais avant, chez Winnicott, il y a cette dimension à la fois du trajet potentiel du sujet qui peut permettre cet environnement, on va dire, suffisamment bon qui permet au sujet de se construire de façon sereine, et aussi ce qu'il en est de ces potentielles failles de cet environnement-là
cet environnement-là et les conséquences potentielles sur le sujet. Hein. Et après, un autre aspect que j'aime beaucoup dans ce texte-là, c'est tout ce qu'il essaie d'élaborer autour du vide, notamment, hein, à la fois en termes de structure et en termes on va dire, de potentialité clinique. Hein. À la fois, le vide est quelque chose qui permet de donner la place à une logique désirante, et à la fois, le vide est-ce qu'il révèle quelque chose de quelque chose qui n'a pas pu s'inscrire à un moment donné. Hein. Et je trouve que cliniquement, c'est tout à fait juste. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois, cette part comme ça dans ce texte-là, il parle à la fois du vide et de la non-existence, et il signifie que justement, cette non-existence ou ce vide, ou cette potentialité de non-sujet au départ, permet la construction même de cette subjectivité-là ou de ce remplissage de cette logique désirante. Hein. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Ah oui, autre aspect, avant j'ai rapidement abordé son opposition à Mélanie Klein, l'opposition il essaie il essaie de se distinguer par rapport à Freud, c'est autour de notamment cette question de pulsion de mort, à partir de ce que lui il a pu élaborer autour de la destructivité. Hein, justement, alors que pour Freud, la pulsion de mort et cette tendance qui mène à la tendance nulle, à quelque chose qui pourrait mener le sujet et tout un chacun à un moment donné à la mort, à ce réel qu'évoquait aussi un peu Dimitri avant. Pour Winnicott, la destructivité est une potentialité pour construire du nouveau. Hein. C'est ce qu'il disait notamment par rapport à la question de la relation d'objet. Pour qu'existe l'autre, il faut pouvoir détruire l'objet au départ. Hein. Il y a vraiment cette dimension-là chez Winnicott, cette, comment dire, cette logique d'élan vital presque. On va dire que pour lui, il y a toujours cette potentialité d'activité qui peut être à l'origine d'une potentielle création. Hein. Ce qui n'est pas tout à fait la position freudienne, quand même, par rapport à la pulsion de mort. Hein. Et pour Winnicott, ça a toujours été comme ça, je pense, assez insupportable, je pense, cliniquement pour lui. Et aussi, ça a été aussi une question presque éthique de ne pas uniquement suivre les Freud comme un maître pour pour signifier que justement la pulsion de mort existe parce que Freud l'a dit. C'est justement remettre en question cette dimension de la pulsion de mort pour essayer de saisir ce qu'on peut en faire cliniquement de ces mouvements destructifs. Hein. Il y a quelque chose qui réunit un peu Freud et Winnicott à cet endroit-là, c'est ce qu'on a appelé les pulsions de destruction, hein, de façon un peu générique. Alors que Freud parle de cette question de répétition, notamment de la compulsion de répétition, comme l'indice même du mouvement de la pulsion de mort, chez Winnicott, et aussi un peu chez Freud malgré tout, hein, autour du jeu du Forda, cette répétition même du jeu, cette répétition d'un même contexte, d'une même logique, permet à un moment donné de créer autre chose, hein, de créer quelque chose d'un jeu, hein, d'un jeu au sens aussi du ludique et d'un jeu au niveau aussi du décalage potentiel. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai pu entendre dans ce texte-là. Ce décalage par rapport à la pulsion mort, par rapport à la question de l'envie, et aussi ce découpage, on va dire, au niveau de la temporalité. Moi, j'ai entendu chez Winnicott. Après, ce sont des questions qui m'intéressent beaucoup et aussi qui ont aussi un écho pour moi dans la clinique. Hein, parce que j'utilisais ce terme d'écho, c'est justement cette crainte de l'effondrement, je l'entends comme ça. C'est cet écho à cet effondrement, comme dit Scott, qui a déjà eu lieu. Hein. Après, il est assez contradictoire. Hein. Au début de son texte, il dit que cette crainte, cet effondrement a déjà été éprouvé par le sujet, et quelques lignes après, il le signifie qu'il ne l'a pas vraiment expérimenté. Hein. Il y a vraiment pas cette confusion. Je pense que c'est quelque chose qu'il a aussi voulu mettre en place du côté de
cet équivoque du propos, parce que justement, les choses ne sont pas simples et aussi, on va dire, les temporalités se trouvent aussi mêlées, hein, pour lui. Voilà, je vais me taire parce que je pense que j'ai... Voilà. Merci beaucoup, Stéphane.